Bonjour à tous, on est à quelques semaines maintenant de ces élections européennes. Dans la plupart des pays de l'Union, la lutte s'annonce assez serrée entre, d'une part, les forces libérales considérées comme pro-européennes et les courants nationaux qui seraient plus eurosceptiques. C'est le cas en tout cas en France, où La République En Marche et le Rassemblement national sont au coude à coude, nous dit-on, dans les dernières enquêtes. Alors depuis plusieurs années maintenant, cette idée de nation, on le voit bien un peu partout, est de retour, et pas seulement en Europe. Notre invité aujourd'hui part de ce constat pour prendre la défense de l'esprit patriotique. Bonjour Barbara Lefebvre. Bonjour. Vous êtes historienne, vous avez notamment collaboré aux ouvrages dirigés par Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République en 2002 et puis plus récemment Une France soumise. Dans votre dernier livre, qui est également publié chez Albin Michel et qui est intitulé « C'est ça, la France », vous annoncez d'emblée la couleur. Vous nous dites, on pourrait même dire d'ailleurs les couleurs bleu, blanc, rouge, puisque vous nous dites « Le moment est venu de se réapproprier la nation et même la patrie ». Vous nous direz peut-être la différence qu'il y a entre les deux termes. Peut-être un mot, avant de commencer sur la France, du moment que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous direz effectivement qu'on assiste à ce retour en force des nations, et pour quelles raisons historiquement ? Ça a été une longue et lente remontée de l'idée nationale depuis, finalement, même si on regarde bien, depuis les années 90. Parce qu'à partir du moment, effectivement, où tout le discours mondialiste, post-national, sans frontières, ce monde de la mobilité permanente a commencé à montrer et donner le signe de sa réalité matérielle, eh bien, on a commencé à voir dans la plupart des pays, et notamment en France, des clivages entre deux populations, ceux qui, effectivement, sont favorables et profitent de cette ouverture, de cette mondialisation, et ceux qui en sont privés, en sont exclus. Donc c'est effectivement ensuite ce que Christophe Guilly va théoriser dans son ouvrage sur la France périphérique ou les fractures françaises, c'est-à-dire en disant, voilà, maintenant il n'y a plus vraiment ce clivage droite-gauche. À l'intérieur des pays, à l'intérieur des nations, il y a un clivage entre ceux pour qui la nation veut encore dire quelque chose, qui sont en quelque sorte enracinés, pour certains d'ailleurs enracinés malgré eux, parce que certains Français, par exemple, auraient bien aimé y croire à la mondialisation, à l'Union européenne illimitée, sans frontières, et puis finalement ils se rendent compte que, bien non, la nation c'est quelque chose qui les protège davantage que quelque chose qui les expose au danger. Et de l'autre côté, vous avez ces élites des métropoles qui, elles, profitent et bénéficient de la mondialisation et de l'ouverture. Donc, aujourd'hui, cet État-nation, il est réinvesti davantage, évidemment, par ce qu'on pourrait appeler très sommairement le peuple citoyen, en quelque sorte, cette France périphérique qui est quand même largement majoritaire, et les élites mondialisées qui, elles, ont une vision beaucoup plus ouverte. Et donc, voilà, ce clivage-là, il est fort, et il est, on va dire, après 2005 et le référendum raté et confisqué aux Français, je pense que là, on a eu un sursaut peut-être démocratique qui a pris la forme d'un sursaut national. Alors, vous êtes revenu en France, mais par exemple, si on reste un moment encore sur les situations à l'étranger, est-ce que le phénomène Trump, est-ce que le phénomène au Brésil, est-ce que ce qui se passe en Europe de l'Est ou même en Russie, est-ce que tout ça peut être mis, non pas dans le même sac, mais malgré tout dans le même mouvement quand on voit l'histoire de très loin ? C'est-à-dire qu'effectivement, fut un temps, comme l'avait dit François Mitterrand dans cette formule un peu creuse, le nationalisme c'est la guerre. Aujourd'hui, c'est l'économisme qui est la guerre. Et des pays comme les États-Unis, donc avec quelqu'un comme Donald Trump, les Chinois évidemment avec la structure étatique qui est la leur, les Russes, tous ont bien compris qu'aujourd'hui la vraie guerre, les vraies guerres qui existent, c'est des guerres économiques, et que ces guerres économiques, elles ne peuvent être conduites et menées que par des pays forts, des États forts et des nations fortes. Donc ce réinvestissement de la nation, il est lié aussi au contexte international d'une économie hyper violente, d'un ultralibéralisme qui est la guerre du tous contre tous, et de ce point de vue, seules des nations fortes peuvent s'affronter. Alors de ce fait, certains vont vous dire, justement, la France ne peut pas être une nation suffisamment forte pour à elle toute seule, avec ses petits bras, lutter contre la Chine, la Russie et les États-Unis, donc elle doit essayer de s'intégrer dans un ensemble plus fort, mais sauf qu'on sait très bien que l'Union européenne n'est pas une nation, qu'elle ne le sera jamais, qu'elle n'a pas, comme le dit Régis Debray, ni contour ni compteur, et que cette
l'absence totale de dimension souveraine, de souveraineté européenne, qui ne peut fonctionner que sur une communauté de citoyens qui n'existe pas, eh bien, cette Union européenne-là, elle est vouée à l'échec dans le cadre de cette grande guerre économique mondiale. Ce retour de l'idée nationale comporte malgré tout des risques, en tout cas à la mauvaise presse. Elle est assimilée souvent au rejet de l'étranger, puisque par définition, on renationalise un territoire. Est-ce qu'il n'y a pas de bonne raison de se méfier de ce retour des tendances nationalistes ? Ben non, parce qu'en réalité, c'est une lecture un petit peu barésienne et maurassienne qui est faite du nationalisme, alors qu'en réalité, si vous relisez Renan, par exemple, la proposition et la synthèse que Renan fait, la communauté des citoyens de 1789, trouve avec Renan une synthèse démocratique qui est vraiment porteuse de sens, puisque pour Renan, la nation française, elle a cette spécificité qu'elle n'est absolument pas fondée sur une communauté de citoyens, sur des bases ethniques. C'est une communauté historique, une communauté politique qui donc transcende complètement les origines de chacun, les coutumes, les religions. Donc la nation et la vision nationale, on n'est pas obligé d'en faire un néologisme comme Barrès en a fait, puisque c'est Barrès qui parle pour la première fois des nationalistes contre les cosmopolites dans un article de la fin du XIXe siècle. Mais cette nation de Renan, on peut penser qu'effectivement cet héritage et ce projet collectif, il peut nous sembler désuet, voire perdu, mais on peut quand même essayer de le retrouver, en tout cas se rattacher à cet idéal-là d'idée nationale et non pas céder aux petites sirènes qui consisteraient à penser que le nationalisme nous conduit inévitablement à la guerre. Moi, aujourd'hui, quand je regarde l'Europe, je ne vois pas des nationalismes belliqueux, je ne vois pas des nationalismes guerriers ni impérialistes. Il n'y a d'ailleurs, le nazisme n'était même pas réellement un nationalisme, c'était un racisme, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a aujourd'hui une confusion dans les termes parce qu'on veut fonctionner sur des logiques binaires, simplistes, les nationalistes contre les progressistes, mais tout ça, c'est assez faux parce que l'idée nationale, c'est quelque chose d'assez différent. Et l'espace national, c'est vraiment l'espace qui va protéger, au contraire, ces communautés de citoyens qui ne se fondent pas sur des bases ethniques. Alors, protéger, y compris les Juifs, c'est ça la question aussi qui est posée, puisque vous parlez de cette convergence antisémite qui est à l'œuvre. Je vous cite, l'idée que demain la France puisse devenir Judenrein, donc sans Juifs, parce que les convergences antisémites à l'œuvre actuellement les auront chassés, devrait inquiéter chaque véritable patriote. Pour vous, il est clair que pour les Juifs en France, c'est plus dangereux d'avoir la nation protège davantage que l'absence de nation. Le fait de effectivement participer d'un projet collectif, quand il était véritablement collectif, c'est quelque chose qui a protégé les Juifs, contrairement à ce que on a tendance aujourd'hui à faire comme relecture historique qui vise à un petit peu noircir l'histoire de la République ou même l'histoire du XIXe siècle. L'émancipation des Juifs a été au final davantage bénéfique pour les Juifs en termes d'émancipation individuelle et en termes d'émancipation collective aussi, parce que les Juifs ont non seulement pu exister à titre individuel, mais ils ont pu aussi exister à titre collectif, notamment dans le cadre du Concordat et de ce que Napoléon a réussi à produire. Donc, si vous voulez, cette relecture d'une histoire noire du judaïsme français qui aurait été écrasée par l'assimilation républicaine, c'est quelque chose, à mon avis, de très dangereux, au contraire. Parce que c'est une façon de sortir les Juifs de la communauté nationale. Et d'ailleurs, on le voit dans la façon même dont, à partir des années 70-80, on interpelle les Français juifs. On ne dit plus des Français juifs, on dit les Juifs de France. Et finalement, cette communautarisation des Juifs, qui est lié aussi au changement de sociologie du judaïsme français, notamment avec l'arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord. Ça a bouleversé la sociologie juive, mais ça a aussi correspondu à un moment qui était un moment de dénationalisation ici en France et qui finalement se retourne aujourd'hui très clairement contre les Juifs parce que, d'ailleurs, vous le voyez, un grand nombre d'intellectuels qui sont aujourd'hui dans le réinvestissement de cette dimension nationale de la France, il s'avère que ce sont souvent des Juifs, justement. Et c'est pas un hasard si certains intellectuels juifs expliquent que la solution aujourd'hui, c'est l'investissement dans une identité nationale, qui soit une identité nationale apaisée, bien entendu, qu'il ne s'agit pas d'être dans le rejet, mais effectivement, on voit qu'il y a une convergence possible entre les antisémites d'extrême droite traditionnels
Mais aussi, c'est, entre guillemets, j'aime pas ce terme nouveau, parce il est pas vraiment nouveau, cet antisémitisme. Il a 1400 ans, hein, il est né, il est consubstantiel à la naissance de l'islam. Et aujourd'hui, il est en train, effectivement, de converger avec cet antisémitisme d'extrême droite. Et ça, c'est un danger. Mais néanmoins, il faut être clair, le danger physique qui menace aujourd'hui les Juifs en France, c'est le danger islamiste, c'est l'antisémitisme islamique, et c'est contre lui qu'il faut lutter. Mais il ne faut pas croire qu'en se jetant dans les bras du Rassemblement national, par exemple, ou de Madame Le Pen, on va se protéger des islamistes. Alors, je crois. Je vous cite la post-propos. Les Juifs qui votent Le Pen, ils s'imaginent, dites-vous, que Marine Le Pen est à même de lutter contre les antisémites islamistes, oubliant que nombre de membres de son parti soutiennent de vieux antisémites rivaroliens et les nouveaux antisémites, donc soraliens ou dieudonistes, explicitement alliés à l'islam politique dans la cause antisémite, antisioniste. Donc là, vous pointez directement ce danger et vous dites Le Pen n'est pas du tout dans cette en mesure. Alors qu'est-ce qui reste dans je ne parle pas de Marine Le Pen en tant que personne. Je pense que Marine Le Pen en tant que personne n'est pas concernée par des amitiés avec Soral, Rivarol, etc. Je pense que c'est quelque chose qui l'irrite particulièrement. Mais néanmoins, dans son parti, il y a un certain nombre de personnalités dont elle ne s'est pas détachée, qui sont effectivement liées aussi au mouvement soralien, proche de Dieudonné. Donc là, effectivement, il y a une vraie convergence entre les islamo-gauchistes, d'une certaine façon, et ça peut paraître étonnant, les islamo-gauchistes et cette plateforme antisémite qui fait le contact, qui est Alain Soral, par exemple. Alors, il y a une nation qui ne craint pas de se revendiquer comme telle, c'est bien Israël, puisque le débat d'ailleurs court en ce moment sur cette fameuse loi de l'État-nation là-bas. La manière dont Israël reste quand même tout à fait ouvert sur le monde et marque en même temps cette réalité nationale. Est-ce que ça vous paraît être un exemple? On a l'impression que parfois ça inspire certains nationalistes, alors peut-être d'ailleurs de manière parfois un peu suspecte. Mais c'est la preuve, enfin, Israël est une nation économique tout à fait performante, qui a une capacité d'intégration dans l'économie mondiale qui est assez surprenante pour un si petit pays. Donc c'est bien la preuve qu'on n'est pas obligé de faire partie d'un grand ensemble impérial comme l'Union européenne pour exister en tant que nation. Et la France a une histoire et des ressources économiques qui pourraient être même bien supérieures à Israël, ce qui montre d'ailleurs bien que la France pourrait se projeter de la même façon qu'Israël se projette dans l'économie mondiale. Mais effectivement, Israël est dans une logique d'État-nation, et dans cette logique de mêler très clairement deux dimensions, qui est l'identité politique, c'est-à-dire ce qui fait la citoyenneté, et l'identité culturelle, ce qui fait l'identité nationale. Et le problème en France et en Occident, c'est la volonté de disjoindre ces deux dimensions de la nation, que sont l'identité politique et l'identité culturelle. C'est-à-dire qu'on voudrait une citoyenneté, une nation qui serait vide, une coque vide, sans identité culturelle. Israël fait partie de ces États-nations qui assument avoir une identité culturelle et que cette identité culturelle, elle est une forme d'homogénéité, d'unité. Et effectivement, Israël est un État juif, c'est un État qui a été créé pour que les Juifs viennent y résider, avec un État pluriconfessionnel dans lequel il y a une vingtaine de pourcents de la population qui n'est pas de confession juive, ni d'origine juive, et qui vit très bien avec le reste de la population, mais l'État d'Israël s'assume et se revendique comme un État-nation juif, et personnellement, je ne vois absolument pas en quoi cela pose problème. Et pour la France, vous nous dites qu'il faut assumer la culture française, mais toute la culture. Bien sûr, mais c'est là où vous êtes parfois attaqué en disant vous voulez en revenir avant la Révolution, au conservatisme, etc. Mais la France Comment et Israël sortir de sont cette deux ambiguïté-là modèles. Voilà, mais la France et Israël sont deux modèles complètement différents d'États-nations. Vous avez justement des États-nations qui se fondent sur des bases en quelque sorte ethniques ou religieuses. C'est le cas d'Israël et ça a toujours été assumé comme tel. La France ne s'est pas fondée sur ce type-là de construction étatique. D'abord simplement parce que la France est une très vieille nation. On pourrait dire d'ailleurs qu'Israël aussi est une très vieille nation, puisque je pense personnellement que la Torah ne raconte rien d'autre que la construction d'un État-nation. Ce serait beaucoup trop long de perdre du temps là-dessus, mais c'est pourtant fondamental, c'est que la religion juive est vraiment une religion nationale. À la différence du christianisme et de l'islam qui sont des religions conquérantes et universalistes, la religion juive était une religion nationale et ayant perdu son socle national, elle a dû se développer dans une autre forme d'universalisme qu'est le judaïsme diasporique.
La France, c'est une complète construction, une complète construction opposée. En revanche, il est très intéressant de se rappeler qu'à un moment donné, la monarchie capétienne se voyait comme impliquée et on pourrait dire emportée par un messianisme qui était un messianisme davidique. Donc c'est très intéressant de voir justement ces constructions nationales. Elles se font avec des éléments qui sont des éléments historiques très profonds et dont les Français, aujourd'hui encore, gardent des traces, des permanences qui d'ailleurs sont assez inconscientes. Les Français n'en ont pas forcément conscience. Mais dès que l'on parle, dès que l'on évoque la monarchie par exemple, qu'on évoque les racines nationales de la France dans les temps monarchique, notamment au bas Moyen-Âge, on vous explique que vous êtes une vieille réac, voire une maurassienne, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'en appelle absolument pas à la restauration de la monarchie, mais je pense simplement qu'il faut aller regarder loin dans nos racines historiques, et ça vaut pour toutes les nations, si on veut justement rebâtir un socle national qui soit à la fois ancré dans nos traditions, mais aussi moderne et qui est tourné vers l'avenir. Merci beaucoup. Barbara Lefebvre, c'est ça la France, donc votre livre. Qu'a-t-on fait pour mériter ça? Question en sous-titre chez Albin Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre attention.